Je vais demander à Anne-Laure Tessard d'intervenir. Anne-Laure Tessard est doctorante en philosophie et en sémiotique. Et elle va nous parler du droit des animaux dans sa confrontation au droit des robots. Voilà. Alors bonsoir à tous. Merci donc à l'Espace Éthique de m'accueillir. Alors là, on va partir un petit peu plus loin. Vous avez entendu pas mal, je crois, parler des humains. On va aller du côté des animaux et des robots. Mais vous verrez que ça nous permettra aussi de réfléchir à ce qu'est être humain. Alors justement, réfléchir en parallèle sur les animaux et les machines, en particulier les robots et l'intelligence artificielle, est une bonne occasion de réfléchir à l'évolution du statut et de la place des animaux et l'évolution aussi du statut et de la place des robots dans nos sociétés contemporaines. Justement, nous verrons qu'il y a un lien entre la façon de concevoir et de considérer les animaux et les machines, en particulier ici les robots. Alors, donc on va parler en effet du droit des animaux et du droit des robots. Je ne suis pas du tout juriste, mais il m'a semblé qu'il était intéressant de mener une analyse philosophique et aussi peut-être sémantique sur les textes de loi, justement, puisqu'il y a des ponts et des parallèles entre les deux qui nous permettent à la fois de nous interroger sur notre façon de considérer, même peut-être de nommer le droit vis-à-vis des animaux et de l'autre côté aussi des robots. Et justement, bien que le droit évolue dans l'imaginaire et les représentations collectives, les animaux sont encore souvent de fait réduits à l'état de machine. Là, vous verrez que je parle principalement des animaux d'élevage, puisque les textes de loi dont je vais parler regardent les animaux d'élevage. Et les robots, quant à eux, sont plus aisément assimilés à des capacités cognitives et techniques supérieures, quand les animaux, eux, sont réduits le plus souvent à leur sensibilité, donc c'est-à-dire quelque chose qui, dans nos représentations, est plutôt jugé inférieur aux capacités cognitives. Nous verrons justement comment ces représentations ont encore un poids dans les projections ontologiques portant sur les animaux, puis les robots dans les textes de loi. Les robots qui sont loin d'être vivants posent des questions juridiques, ontologiques, philosophiques. On parle de personnes robots, d'autonomie de décision, car, comme je vous le disais tout à l'heure, on les place plutôt du côté de l'intelligence, alors que les animaux sont encore du côté de la simple machine fonctionnelle, sensible. Je parle encore une fois des animaux d'élevage intensif. Et on parle dans les textes de loi plutôt d'être sensible et en même temps de bien corporel. Alors c'est déjà contradictoire. Alors nous partirons de deux articles de loi française sur les animaux. La loi L214 qui donnera effectivement à l'association L214 son nom, et l'article 515-14, tout d'extrait du Code rural. Et puis, concernant les robots, nous appuierons sur deux propositions françaises de loi qui ne sont que des propositions qui ont été formulées par le cabinet français Lexing, L-E-X-I-N-G, en 2015 sur le droit des robots. Pour que vous les ayez à l'esprit, je vais vous faire part de ces rapides articles de loi pour que ça... parce que donc je les commenterai tout le long de l'échange. Alors, le premier article qui date de 1976, est donc l'article L214 du Code rural, qui stipule que, alors chaque mot compte, bien évidemment, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Il y a ensuite l'article 515-14 qui stipule que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels.
Dans un premier temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ces deux textes de loi, il n'est pas du tout fait mention de l'intelligence animale. Alors pourquoi? On ne sait pas, ils sont réduits à leur sensibilité, ce qui est déjà bien, parce que c'est une reconnaissance. Ça n'a pas toujours été reconnu comme étant digne d'intérêt. Seulement, il n'est pas du tout fait mention de leur intelligence, et en plus, ils sont réduits à des biens corporels, ce qui est compliqué pour penser l'autonomie intrinsèque justement des animaux, du point de vue philosophique en tout cas. Concernant la charte sur le droit des robots, alors l'article 1er stipule qu'au sens de la présente charte, on appelle robot une machine capable de prendre des décisions de manière libre, interagissant avec son environnement, dotée de mobilité, agissant en coopération avec les hommes et dotée d'une capacité d'apprentissage. Là, la première remarque, c'est que je trouve que c'est une définition intéressante du robot, mais elle convient aussi complètement aux animaux. Elle est plus ouverte, finalement, cette proposition-là est plus ouverte à l'égard des robots bien que les textes de loi portant sur les animaux. Il y a ensuite l'article 2 aussi qui m'a semblé intéressant et qui porte pour le coup sur la personne robot. Il stipule qu'un robot est un être artificiel doté d'une personnalité juridique propre, deux points, qui est la personnalité robot, pardon. Alors là, on le voit tout de suite, la façon dont on qualifie et définit les êtres vivants a une incidence forte sur les représentations qu'on s'en fait, sur les valeurs qu'on véhicule, sur les droits qu'on accorde ou non, et sur l'acceptation de ces droits par la société. Et puis, vous allez voir aussi que, donc, bien évidemment, la réflexion sur le droit des robots versus le droit des animaux aussi est l'occasion de réfléchir à ce qu'est être humain aujourd'hui. Et avant d'aller un peu plus avant, je voulais partager avec vous quelques lignes rédigées par Georges Chapoutier dans un livre qu'il a coécrit avec un roboticien qui s'appelle Frédéric Kaplan, pour un livre qui s'intitule donc L'homme, l'animal et la machine. Alors l'introduction de ce livre commence avec ces quelques mots. L'être humain, nu et fragile, mais doué d'une intelligence exceptionnelle, qui lui a permis à terme de dominer la Terre, a toujours cherché à se connaître et à se définir. Logiquement, il s'est d'abord défini par rapport aux autres êtres animés qui peuplent avec lui la planète, les animaux, dont le comportement, au moins pour les plus complexes d'entre eux, offrait de nombreuses ressemblances avec le sien. Mais plus récemment, il a aussi été amené à comparer ses aptitudes avec celles créées par lui-même grâce à son intelligence, les machines. De plus en plus perfectionnées, qui dans certains domaines étaient capables de le dépasser et dont les progrès réguliers permettaient d'imaginer qu'elles posséderaient dans l'avenir des performances encore plus proches des siennes. Alors voilà pour l'introduction de ce livre. Et je voudrais tout de suite poursuivre pour commenter un petit peu justement ce passage, à dire que l'opposition entre la nature et la technique, entre l'animal et l'humain, entre le vivant et le non-vivant, tend depuis quelques décennies à être abolie. Par ailleurs, l'être humain contemporain vit principalement dans une technosphère, c'est-à-dire que dans la plupart de nos interactions, on a affaire, certes, à des humains, heureusement, à quelques animaux, puisque ceux qu'on mange, on les voit assez peu. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant, mais j'ai appris il y a peu qu'en Espagne, il y a plus de cochons que d'humains. Alors c'est assez édifiant, surtout si on considère qu'on ne les voit pas du tout dans les paysages, qui sont absolument absents du paysage. Donc en effet, on interagit au quotidien avec beaucoup d'êtres humains, de quelques animaux et principalement des machines. C'est pour ça qu'on peut dire que
qu'on peut parler de technosphère. Et penser aux droits des animaux et des robots, c'est en effet aussi interpeller l'être humain dans ce qui le définit comme être singulier. Quelles sont les frontières entre les humains, les animaux non humains et les machines intelligentes ? Qu'est-ce qu'être humain dans ce contexte ? Le concept d'humain réclame-t-il d'être redéfini ? Alors pourquoi je pose ces questions ? C'est parce que justement les découvertes et avancées en biologie, en éthologie animale sur les animaux, sur les animaux dits intelligents, ayant une intelligence complexe, nous montrent que plus on essaie de fonder ce qui distingue les êtres humains des autres animaux, plus on trouve des points de correspondance. Alors, ce qui ne signifie pas que tout se confonde, mais du moins, ça nous interpelle sur le propre de l'humanité. Et les questions aussi qui portent sur l'intelligence artificielle et la robotique nous interpellent aussi sur ce qui ferait notre singularité, notre surplus d'âme, quand on constate que justement des machines sont capables d'effectuer des tâches cognitives assez complexes qu'on serait bien incapable de reproduire. Alors, et puis pour la suite, je propose de faire un tour un peu théorique du côté des mots et du contexte, puisque les mots qu'on utilise dépendent du contexte, mais aussi donnent une forme au contexte dans lequel on évolue. La mise en écho de la question des droits des robots versus celle des droits des animaux permet aussi de s'interroger sur les représentations humaines, sur ce qu'est ou devrait être un robot et sur la façon de concevoir l'animalité et les animaux. Par extension, cela permet de saisir certains enjeux contemporains sur la nécessité de continuer à questionner ce qu'est être humain. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'humains, animaux non humains et machines se confondent. Il s'agit plutôt de sortir de clivage, comme je vous le disais, entre la nature et la technique, entre les animaux et l'humain, et entre l'esprit et la matière. Il s'agit aussi de concevoir davantage les êtres vivants, les entités et l'environnement dans lequel tout ce petit monde évolue au sein d'un continuum. Puisqu'il y a une continuité entre les autres espèces animales et les humains, il y a aussi une continuité finalement entre les animaux, les humains et les machines. Sauf que nous, on a le privilège d'être vivants par rapport aux machines, ce qui est un sacré privilège quand même. Alors, ces questionnements peuvent sembler un peu théoriques. Pourtant, la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on nomme les choses, dont on découpe le réel en le nommant, en fondant des théories, a une incidence forte sur le réel. Pour le dire plus simplement, les mots et les contextes sont intimement liés dans leur production réciproque. Par exemple, si l'on envisage que la nature est absolument opposée à la technique, les technologies apparaîtront dans les systèmes de valeurs et dans nos actions comme étant soit absolument fascinantes ou foncièrement dangereuses. Par ailleurs, si l'on envisage que l'humain est absolument distinct des autres animaux, on aura tendance à nier la vie animale, à s'en servir comme de simples machines ou de la simple matière première. C'est problématique, bien évidemment, pour les animaux qui, de fait, n'ont aucune possibilité de se rebeller, mais c'est aussi problématique par rapport aux valeurs humanistes. On a déjà vu dans l'histoire que certains humains ont été réduits à l'état d'animaux car jugés inférieurs ou dérangeants. Dans un tel contexte, il peut leur sembler légitime de réduire d'autres humains à l'esclavagisme ou de les parquer dans des camps, d'en faire des machines à produire jusqu'à ce que mort s'en suive. Or, si ce traitement est bien évidemment absolument indigne pour des êtres humains, on peut aussi se demander si traiter les animaux comme des animaux, c'est-à-dire parfois de façon assez dégradante, violente, voire cruelle, n'est pas déjà indigne vis-à-vis des animaux. Ce qui, bien sûr, redoublerait la gravité de l'animalisation humaine, finalement.
les mettre en parallèle, ce n'est pas nécessairement dégrader la question vis-à-vis des êtres humains, mais au contraire, c'est la rendre, me semble-t-il, encore plus grave, puisque, encore une fois, traiter des humains comme des animaux, n'est déjà pas digne. Traiter des animaux comme des animaux n'est déjà pas digne pour les animaux. Alors bien évidemment, tout le monde ne traite pas les animaux de façon indigne, mais la plus grande partie des animaux destinés à être consommés, 60 milliards, sont tués chaque année à travers le monde. Et 80% en France des animaux d'élevage sont confinés dans des conditions difficiles, du début à la fin de leur existence dans des élevages intensifs. Ces élevages ploient d'ailleurs sous le poids d'une demande marchande effrénée. Même en France, il est très compliqué pour ce type d'élevage et d'abattoir d'appliquer les lois qui sont pourtant déjà en vigueur concernant le fameux bien-être animal, puisque les lois dont je vous ai parlé au début existent, mais malheureusement, elles sont très difficiles à respecter dans la cadence actuelle. Quand un être humain doit abattre 5000 animaux par heure, c'est compliqué à la fois de respecter la fin de vie de ces animaux, mais aussi de respecter les humains qui doivent leur donner la mort. Alors, je vais aussi aborder la question des robots au travers d'un exemple que j'ai choisi, vous en parlerez un peu plus tard. La réflexion sur les robots est donc l'occasion aussi de réfléchir à la fois sur les humains et sur les animaux, sur les représentations humaines des machines et des animaux, puisque parfois nous traitons les animaux comme des machines. Alors pour parler des robots, je vais partir d'un exemple d'une série. Je ne sais pas si vous l'avez vue, la série Westworld. Je ne sais pas qui levait la main. Bon, il y en a quelques-uns. Ok. Je résume un petit peu. Sinon, je vous invite à aller la regarder. Elle est de qualité du point de vue philosophique et puis elle est bien faite. Donc, quand une série est bien faite et pose des questions philosophiques et éthiques intéressantes, il me semble que c'est intéressant de le relever. Donc, alors, dans cette série Westworld, c'est un centre de jeu grandeur nature qui reprend les codes du Far West. Et donc, il y a des robots humanoïdes qui évoluent dans ce parc d'attractions, qui sont difficilement, on a du mal, qui ressemblent vraiment à des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des humains, ils marchent comme des humains, ils parlent comme des humains. Et les humains ont l'occasion de venir se divertir dans ce centre d'attraction en jouant au Far West, à la ruée vers l'or, mais aussi en donnant libre cours à toutes leurs instincts les plus bas, on dirait. Ils peuvent tuer sans se réprimer. Et voilà. Et le problème, c'est que les robots humanoïdes commencent à se poser des questions, et notamment une question que certains d'entre nous ont pu se poser un jour. Ils commencent à douter de leur propre existence, et ils commencent à se poser des questions sur le système dans lequel ils évoluent. Donc c'est une réflexion qui est intéressante à la fois sur et les humains, bien évidemment, ne leur prêtent pas crédit. Ils les estiment vraiment comme de pures machines. Donc certains souhaitent revendiquer leur existence, mais c'est un peu... le fait qu'ils existent, mais c'est un peu compliqué. Et alors, c'est intéressant à la fois du point de vue des robots, puisque ça pose des questions de l'émergence d'une conscience dans la machine, mais c'est intéressant aussi du point de vue humain, puisque ce sont des questions assez humaines, finalement. Et à partir du moment où on peut, comme Descartes le disait, à partir du moment où on peut douter qu'on existe, c'est déjà le signe qu'on existe. Même si quelqu'un est aux manettes, au moins on existe. Et vous le verrez aussi, c'est intéressant de projeter ces questionnements qui est posé dans Westworld sur les animaux, parce que finalement,
C'est à peu près les mêmes questions qui se posent, alors ce coup-ci du point de vue humain, c'est-à-dire le doute raisonnable parfois, parce que l'anthropomorphisme n'est pas bon non plus, mais le doute qui persiste ou qu'on peut avoir sur la reconnaissance de la sentience animale ou des intelligences animales, du fait même que les animaux peuvent rêver, enfin tout un tas de capacités qui excèdent leur simple fonctionnalité biologique. Alors donc combien de temps il me reste d'ailleurs aussi? Ah très bien, bon bah très bien, alors j'ai toute licence de... Très bien, merci. Ok, bon bah ça devrait aller. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la façon dont on qualifie les êtres vivants et toute notion en général a une incidence forte sur les représentations qu'on s'en fait, sur les valeurs qu'on véhicule et même sur nos droits. C'est en ce sens que les sciences humaines et les sciences dures partagent justement le vaste champ de l'éthique. Par ailleurs, l'objet de la philosophie consiste certes à réfléchir sur ce qu'est l'humain, l'existence, la nature, la culture, etc. Mais là aussi, comme d'autres disciplines, un devoir de clarification des concepts, de mise en perspective des idées préconçues, afin justement de les déconstruire et d'envisager peut-être de nouveaux concepts ou de nouvelles notions plus en lien avec la réalité. Le philosophe Michel Foucault, quant à lui, développera l'idée de pouvoir savoir. Pour lui, les mots, la définition qu'on donne des mots dépend non seulement du contexte culturel et intellectuel d'une époque, mais ont aussi un pouvoir concret sur la façon dont on se rapporte au savoir, sur les théories scientifiques que l'on crée, sur les institutions, sur le droit, sur la vie en société, etc. Alors, par exemple, dans un contexte où il n'est pas possible d'affirmer publiquement et scientifiquement que la Terre est ronde, sous peine de se faire trancher la tête par le pouvoir en place, le savoir scientifique sera téléguidé et circonscrit dans un certain cadre de discours qu'il ne faut pas dépasser. Alors là, bien évidemment, c'est un exemple extrême, mais si vous regardez de plus près, à chaque époque, à chaque société comporte son cadre de discours limitant. Alors, pour en revenir à la série Westworld, au-delà de son aspect divertissant, comme je vous disais, c'est une série philosophique qui pose des questions éthiques intéressantes. Celle sur laquelle je m'attarderai est: que faut-il pour être considéré humain ? Faut-il ressembler à un être humain ? C'est déjà un bon point. Faut-il se comporter comme un être humain ? On a aussi une capacité à nier, on l'a vu à travers l'histoire, le fait que d'autres humains se comportent à peu près comme nous, et pourtant on nie leur humanité. Donc, faut-il se comporter comme un être humain ? La question devient aussi intéressante si l'on fait juste un pas de côté. Quels critères retiennent en général les êtres humains pour considérer l'autre comme humain ? Ou tout au moins pour reconnaître l'autre comme étant suffisamment digne de bénéficier d'un traitement respectueux. Alors, je n'ai pas tout de suite là de réponse à ces questions, mais du moins sur des questions qui sont intéressantes à mettre en perspective quand on réfléchit aux animaux et aux robots, ou aux deux en même temps. La série Westworld pose aussi la question de l'humanisme, parce qu'après tout, il n'est pas forcément nécessaire d'être humain ou de ressembler beaucoup à un être humain pour bénéficier d'une prise en considération éthique. En reprenant les débats éthiques contemporains sur la condition animale, un animal non humain devrait-il absolument être exclu de la considération, du respect et du droit de vivre dignement au seul motif qu'il n'est pas humain ? Et enfin, pour terminer, me semble-t-il, sur la série Westworld, elle pose aussi la même question vis-à-vis des robots. Donc, encore une fois, je vous invite à la regarder parce que c'est intéressant pour analyser le rapport humain face aux machines, mais aussi face aux animaux non humains. Là, on va repartir un peu plus sur les textes de loi.
Donc je vous les cite à nouveau, le texte de loi de l'article L214 du Code rural. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et l'article 515-14 qui stipule que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité sous réserve des lois qui protègent les animaux. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. Alors, comme je vous le disais en introduction, il y a déjà une contradiction flagrante entre le fait d'être un être sensible et un bien corporel, mais pour l'instant, la justice a déjà fait beaucoup d'efforts sur la reconnaissance des droits des animaux, mais c'est encore compliqué de les considérer pour leur valeur intrinsèque et autrement qu'étant des biens corporels. La notion de bien corporel est en soi très dérangeante. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, on ne pense pas du tout à l'intelligence des animaux dans ces définitions-là. Et pour revenir aussi sur la charte du droit des robots, donc je vais vous les reciter. L'article 1, au sens de la présente charte, on appelle robot une machine capable de prendre des décisions de manière libre, interagissant avec son environnement, dotée de mobilité, agissant en coopération avec les humains et dotée d'une capacité d'apprentissage. Et l'article 2 qui dit, donc je le répète, la personne robot est un robot est un être artificiel doté d'une personnalité juridique propre, la personnalité robot. Donc encore une fois, on pourrait dire la même chose des animaux. Alors il faudrait peut-être en parler au cabinet Lexing pour qu'il ouvre un petit peu le champ du débat. Le but de ce cabinet, justement, le cabinet Lexing, est d'anticiper les problèmes de responsabilité des robots et intelligence artificielle qui seraient insérés dans le fonctionnement de la société. L'exemple le plus parlant est celui des voitures autonomes, puisqu'en cas d'accident grave, en effet, il est difficile de savoir à qui imputer la responsabilité de l'accident. Une voiture autonome serait donc douée d'une intelligence artificielle qui lui permet d'adapter sa trajectoire en fonction de son environnement. Elle a donc un pouvoir de décision. Donc en effet, ça mérite de statuer sur le comportement le plus juste qu'elle doit adopter dans une situation de crise ou d'accident imminent. Donc, par exemple, que devrait faire une voiture autonome dans le cas où elle devrait choisir entre tuer ou du moins blesser des piétons ou alors mettre en danger la vie de l'occupant de la voiture. C'est une question qui est complexe à trancher du point de vue éthique, puisque bien évidemment, quand on est l'occupant de la voiture, on préfère rester en vie. Et ces questions, en effet, se posent en cascade, mais il ne s'agirait pas non plus pour autant de considérer que ce soit les voitures autonomes ou même les robots, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur la possible émergence d'une conscience artificielle, de les considérer comme des êtres vivants. Donc, à mon sens, à un niveau supérieur et ontologique, la question du droit des robots est très théorique et loin d'être concrètement envisageable. La probabilité qu'un robot parvienne un jour à la conscience de lui-même est faible, voire nulle pour la majorité des chercheurs en intelligence artificielle sérieux. Cela dit, le fait que ces questions nous interpellent, le fait qu'elles fassent aussi, qu'elles posent aussi questions dans les médias, en dit long sur nos propres questionnements. Les robots qui sont loin d'être vivants posent a priori des questions éthiques et juridiques car on les place du côté de l'intelligence, quand les animaux sont
d'élevage sont confusément, sans qu'on en ait toujours conscience, du côté de la machine ou de la bête à peu près sensible. Ce qui est un paradoxe en effet vertigineux, entendu que le robot est une machine et que les animaux, eux bien vivants et sentients et doués de capacités cognitives complexes. Il y a aussi la question, donc, comme je disais, de l'émergence d'une conscience artificielle. Pour l'instant, c'est vraiment d'ordre de la science-fiction, tout au moins pour les scientifiques sérieux, comme je vous le disais. Pour résumer, les intelligences artificielles sont certes bien plus douées que les humains sur des tâches spécifiques, mais la spécificité de l'intelligence vivante, qu'elle soit humaine ou animale, est qu'elle est une intelligence complexe, qui est difficile, voire impossible à recréer de façon artificielle. Alors, je vais passer sur cette partie-là, puisqu'il nous faudrait conclure. Je vous propose de conclure avec Spinoza, qui, justement, dans son œuvre L'éthique, se posait la question suivante. Il s'est demandé pendant des siècles ce que pouvait ou ce que savait l'esprit, mais sait-on seulement ce que peut ou ce que sait le corps ? Alors, c'est une question qui est toujours actuelle, mais je vous propose de l'appliquer aux animaux et aux robots et de se demander, pendant des siècles, on s'est demandé ce que pouvait l'humain, mais sait-on seulement ce que peuvent, ce que savent les animaux, et sait-on seulement ce que peuvent et ce que savent les machines ? L'animal, ou même devrait-on dire les animaux pris comme espèce puis comme individus, peuvent et savent beaucoup plus que marcher, nager, voler, courir, se reproduire. Plus que de simples machines qui seraient réglées pour accomplir une fonction au sein des rouages de la nature, ils existent, ils rêvent, ils comptent pour certains, font preuve d'empathie, de révolte, ils s'opposent, bref, ils veulent. Les robots et intelligence artificielle simulent tout un tas de capacités humaines ou animales. Ils singent nos capacités, comportements, sans qu'à aucun moment il n'y ait aucune impulsion vitale, aucun désir d'exister, de vivre, de rencontrer, etc. Pourtant, l'émerveillement technologique enchante notre imaginaire et enflamme souvent nos esprits. L'humain se regarde dans les robots et il y voit tout son potentiel exprimé. Et ma foi, ce potentiel est plutôt beau. Mais encore une fois, sait-on seulement ce que savent, ce que peuvent ou ce que désirent les animaux non humains ? Finalement, il existe une communauté d'êtres ontologiques entre les vivants et uniquement une communauté de fonctionnalité entre vivants et machines. Et donc, pour conclure tout à fait, je terminerai sur une œuvre de Philippe Cadic, un auteur de science-fiction, qui se demandait, donc, dans un splendide roman dont le titre est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment la traduction littérale du titre originel, qui est un roman qu'il a écrit en 1966. Alors, ce qui est certain, c'est que les humains se plaisent à rêver que les robots rêvent. Et ce qui est certain aussi, c'est que les animaux, eux, rêvent souvent que les humains puissent comprendre qu'ils ont bel et bien la capacité de rêver. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.